Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharing is Caring, le podcast qui explore le partage sous toutes ses formes. Je m'appelle Bleu. Aujourd'hui, nous aurons une discussion passionnante sur les jardins-forêts et leur impact sur l'environnement et la société avec notre invité Samuel, expert dans le domaine, qui va nous expliquer comment ces techniques de culture peuvent transformer notre rapport à la nature et à l'alimentation. Installez-vous confortablement, ça va être très enrichissant. N'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, partagez et abonnez-vous pour nous aider à continuer à du contenu de qualité. Bonne écoute à vous! Bonjour Samuel, Bonjour Jonathan. comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Vous vous trouvez dans quel coin? Alors moi je suis à Coppet, dans le canton de Vaud. Ok, c'est pas loin de Genève, hein. Coppet, c'est quasiment Genève. Ouais, exactement. On travaille un peu sur toute la Suisse romande. Ok, ça marche, ça marche. Euh, Vous pourriez peut-être vous présenter pour nos éditeurs qui ne connaissent pas vos activités. Donc, moi c'est Samuel, j'ai 44 ans, je suis marié, une fille, j'ai fait des études d'ingénieur et puis depuis 2019 j'ai fait une reconversion dans le monde du végétal et plus généralement du vivant parce qu'il y a quand même, voilà, c'est un sujet très, très vaste. Euh, D'abord j'étais on va dire motivé par un besoin de retour à la terre, de faire quelque chose de mes mains. On a acheté un petit bout de terrain dans le sud de la Bourgogne, en Bresse, et on est devenu rapidement propriétaire de 5 hectares. Donc c'était un jolie page verte qui s'est déroulée devant nous. Donc ça a été une occasion pour moi de découvrir ce monde des jardins-forêts. J'ai fait une formation avec une autre association qui est en France voisine, la Forêt Gourmande. Ensuite, je me suis lancé dans un travail, on va dire, en autodidacte aussi, sur le terrain qu'on avait acheté, qu'on a toujours. D'ailleurs, je continue ce projet. J'ai aussi un petit peu d'expérience en apiculture, enfin, toutes ces méthodes finalement qui peuvent être assez similaires sur certains aspects. Et voilà, donc toute une phase d'apprentissage et de découverte. Et puis du coup, rapidement, l'idée m'est venue de déployer aussi ces jardins-forêts. On va dire toutes les techniques qui sont similaires dans le domaine agricole aussi ici en Suisse, avec tous les bénéfices que ça peut amener. Incroyable. Du coup, j'ai 1000 questions à vous poser. Euh, Vous cultivez quoi en Bourgogne? Alors en Bourgogne, là, c'est sur un modèle de jardin-forêt, donc on va en parler un petit peu, mais c'est des productions très très diverses. Donc d'une part, c'est un travail de micro-pépinière, donc pour mettre à disposition, on va dire dans la région, à des gens qui ont des intérêts aussi similaires, des jeunes plants. Une partie évidemment que j'ai constituée avec des arbres que j'ai initialement achetés, ensuite des graines aussi que j'ai achetées à différents endroits pour voilà, multiplier ces plants, en faire des arbres qui sont suffisamment grands pour être mis en pleine terre. Un petit peu de greffe aussi, donc ça c'est voilà une partie de ce qu'on cultive. Puis après, il y a tout ce qu'on a mis en place qui sont un exemple de jardin-forêt aussi pour pratiquer ça et pas seulement produire des plants, mais aussi mettre ça en place sur un terrain de 5 hectares. Il y avait, c'était des grandes prairies en fait avec des vaches qui étaient installées là-bas. On a vendu les vaches pour pouvoir justement éviter de continuer à compacter le terrain, d'avoir plus d'espace à disposition. Il y avait déjà aussi un verger en place, un verger conservatoire qu'on a densifié avec différentes espèces et d'autres familles de plantes aussi, parce que les vergers, c'est quand même une sorte de monoculture aujourd'hui de rosacées. Il y a des vignes, il y a des pêchers, puis ensuite ce qu'on a mis en place, c'est toutes ces espèces dont la nature nous a fait cadeau et qui sont assez incroyables à découvrir, les kakis, les mûriers, donc les morus, les cousins des figuiers. Voilà, des figuiers, aussi des espèces qui sont plutôt mellifères, pas forcément comestibles. Euh, les goyaviers du Brésil, par exemple. Waouh, Donc c'est voilà toute cette palette végétale qui est quasiment infinie. En climat incroyable, tempéré. incroyable. Du coup, une autre question.
vous avez dit que vous avez ramené des choses de Bourgogne en Suisse, des techniques, si j'ai... Alors, oui, voilà, c'est ce que j'ai commencé à découvrir les mains dans la terre sur le terrain. Euh, pour moi, c'est devenu assez évident. C'est-à-dire que c'est une maison finalement de vacances et d'expérimentation. Je continue à habiter en Suisse, donc je fais pas mal la navette entre cette région et la Suisse. Et comme je suis quand même suisse d'origine, je suis franco-suisse finalement. Je suis assez rapidement devenu convaincu qu'il y avait tout un travail à faire ici en Suisse romande plus généralement, pour mettre en place, enfin déjà faire connaître le concept de jardin-forêt et concrètement le mettre en place sur des terrains privés, des terrains communaux, des terrains agricoles, euh, pour, euh, pour pouvoir montrer au grand public tous les bénéfices de ces espaces végétalisés. Ok. Du coup, on en arrive au cœur de votre association. Qu'est-ce que le jardin-forêt? En quoi ça consiste? Le jardin-forêt, c'est une sorte de d'espace de jeune espace forestier. Donc c'est vraiment finalement une inspiration de ce qui se fait aujourd'hui de plus stable au niveau écosystème, c'est les forêts. Maintenant, une forêt, les forêts matures, elles sont avec des canopées qui sont très hautes, donc des arbres qui sont très hauts, qui captent la lumière. Donc il y a finalement assez peu de soleil, donc de lumière qui arrive au sol. Donc c'est assez peu productif en sous-étage. Donc l'idée, c'est d'avoir finalement une jeune forêt qu'on va garder dans cet état jeune par des tailles successives une fois qu'il atteint ce stade-là. Donc on va commencer par, si on part d'une prairie, on va commencer par planter diverses strates, donc divers étages de végétation dans cette prairie. On va amener ces arbres à une taille qui permettent ensuite de procéder à des coupes successives pour garder cette entrée de lumière au sol. Donc on a des sous-étages qui sont très productifs avec différents milieux, avec différentes espèces, différents habitats aussi pour toute une faune et une flore associées. Donc vraiment, c'est recréer cet état d'écosystème hyper stable et productif qu'est la forêt, à une taille qui permette de la gérer, donc d'avoir des productions diverses et variées. Ok. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde peut avoir une forêt chez soi? Ou c'est, enfin, je sais que c'est posé de manière un peu provocante, mais je sais que voilà, vous êtes une association, donc le but d'une association, c'est d'avoir des membres. Est-ce que les membres de votre association doivent avoir une forêt pour bénéficier de cette combinaison? Alors déjà, je dirais que c'est important de faire le distinguo entre forêt et jardin-forêt. Ah, Euh, et d'abord, la forêt, la forêt primaire, elle a quand même largement disparu. Quand on regarde les images satellites du plateau ou de l'Europe en général, les forêts ont largement été rasées pour les besoins du développement de l'agriculture, pour le développement de la production de toute cette alimentation nécessaire pour l'arrivée de ces civilisations qui ont succédé aux grandes glaciations. Donc c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, évidemment. Donc on était encore il y a quelques 5 ou 10 000 ans beaucoup plus proche de la forêt qu'on ne l'est aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que cette forêt, on a quelques restes de forêt qui existent ou qui sont des forêts plus ou moins, euh, on va dire, cultivées donc en sylviculture pour le bois essentiellement. Donc on a deux mondes qui s'opposent aujourd'hui. C'est le monde de l'agriculture, on va dire, on cultive des prairies, c'est des plantes de prairies, toutes les céréales qu'on va cultiver. Et le monde de la forêt, c'est un peu les deux modèles qu'on connaît, alors que le monde des jardins-forêts, c'est vraiment une intégration de qui est intermédiaire entre ces deux mondes-là, avec des jeunes forêts qui sont beaucoup plus dynamiques en termes de croissance, de type de végétation, de hauteur de végétation très différentes entre les couvre-sols et les plantes de canopée. Donc maintenant, c'est quand même relativement facile de recréer ces espaces-là dans les milieux autour de chez nous, que ce soit en milieu urbain, on a souvent des parcs dans lesquels on peut tout à fait recréer ces milieux. Ça peut être aussi en milieu agricole où on va dire remettre à disposition d'autres usages ces prairies en deux dimensions. On va les remettre pour des usages de jardin-forêt. On peut l'appeler aussi de l'agroforesterie en milieu agricole.
pour voilà retrouver des milieux qui sont plus proches et plus stables et plus résilients que ce monde de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est très énergivore, ça demande beaucoup d'énergie pour simplement la production des engrais qui sont utilisés aujourd'hui en agriculture conventionnelle. Pour toute la mécanisation, il y a aussi de l'énergie qui est mise en place. On a toutes ces techniques aussi de production de nourriture qui maltraitent les sols, qui les déstructurent, qui entraînent des problèmes d'érosion. Évidemment, il y a toute la question des pollutions phytosanitaires qui sont aussi aujourd'hui à des niveaux importants, qui entraînent c'est une des causes de chute de la biodiversité. Donc voilà, on se rend bien compte que ce modèle agricole, il est arrivé un peu au bout du rouleau, donc c'est le moment peut-être de réallouer une partie de ces surfaces-là pour on va dire des techniques régénératives comme les jardins-forêts, comme l'agriculture de régénération, l'agroforesterie, donc qui sont les cousins, si on veut, des jardins-forêts. Les jardins-forêts, c'est plus quelque chose qui va parler au monde urbain ou pour les propriétaires de terrain, les grandes entreprises qui ont parfois des surfaces assez importantes d'espaces verts, les parcs dans les villes, dans les villages. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place autour d'écoles qui ont des espaces verts aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'être propriétaire terrien pour faire un jardin-forêt. Ok, incroyable. Merci du message, très positif. Okay. Sur votre site internet, il y a un mot qui m'a interloqué, c'est le mot abondance. Souvent, je sais pas, mais on peut avoir l'impression que l'écologie ou voilà l'agriculture ou tous ces domaines voilà qu'on voit un peu de la ville sans vraiment comprendre sont plus pour une décroissance, une réduction de la production, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus par comment est-ce que vous concevez l'abondance? Oui, c'est sûr qu'on parle pas d'abondance en termes de PIB, donc c'est vraiment, on parle d'un autre modèle, c'est une abondance qui est vraiment basée sur un modèle environnemental, c'est-à-dire on va vraiment essayer de recréer ces micro-forêts, finalement c'est des espaces forestiers qui si on leur laisse un peu de place, si on les nourrit avec la matière organique, s'il y a une certaine intervention aussi humaine là-dedans, en fait ces espaces-là sont extrêmement productifs. C'est sûr que la contrepartie, c'est un travail manuel assez important, un investissement de départ aussi, voilà, pour mettre en place un certain nombre de plantes, toutes ces strates qui doivent être plantées, qui doivent être arrosées, paillées, conduites avec un certain nombre de techniques de taille au départ aussi. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, ça demande voilà un investissement de temps et d'énergie de notre part pour mettre en place tout ça. Mais une fois que le système est en place, il devient extrêmement vite productif. Il y a les premières années les petits fruits le long des chemins, par exemple, qui peuvent être récoltés. Après quelques années, on peut avoir déjà des arbustes qui vont aussi faire leur première fructification. Puis plus on avance dans le temps, plus la matière organique se met en place, plus on va avoir des productions importantes sur les noix, les noisettes, toutes les lianes comme les kiwis, les figues, la vigne, les kiwis qui sont des cousins des kiwis par exemple. Donc toutes ces productions vont s'étager dans le temps jusqu'à ce qu'on ait les premières productions par exemple sur des arbres majeurs comme le châtaignier, les noix de pécan qui poussent très bien sous nos latitudes aussi sont des arbres qui vont produire à partir de 5 ans leurs premiers fruits, puis on a un optimum de production probablement après 10 ou 15 ans. Donc c'est vraiment une autre perception du temps. Aujourd'hui, on a une sorte de tendance à voir les productions à 6 mois. Ça, c'est typiquement le monde capitaliste ou productiviste qu'on connaît, où on a besoin de pouvoir vendre déjà des productions de blé dans 6 mois. Donc il y a toute une spéculation qui se fait aussi là autour. Donc on a vraiment des horizons de temps qui sont complètement différents par rapport à ceux des jardins-forêts. Donc c'est juste que si on soutient ce modèle qui est beaucoup plus abondant à long terme, mais en fait
les bénéfices, on va en récolter. Et cette abondance, elle est décalée dans le temps. Donc c'est peut-être aussi ça qui rend ce modèle aujourd'hui pas dominant, c'est qu'on est un petit peu poursuivi par des gains à court terme aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment de le rappeler, hein. Je hoche la tête en admiration parce que c'est vraiment essentiel. On est totalement aligné sur ces points que vous avez mentionnés et merci voilà de le rappeler. Euh, Quel impact le modèle jardin-forêt a d'un point de vue social? Donc, c'est la fin de votre slogan, hein, le végétal et l'abondance au cœur de nos sociétés. Quel impact dans les Bah, c'est sociétés? vrai que si on regarde les défis qui nous attendent entre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, tous ces problèmes d'érosion des sols, etc. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même des défis qui sont majeurs. Le premier étant d'assurer notre alimentation à tous. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a tout un travail qui a été fait par un organisme qui s'appelle SDSN, Sustainable Development Solution Network, qui a écrit un rapport qui s'appelle L'avenir de l'alimentation en Suisse. Mais très clairement, il souligne les risques pour notre approvisionnement alimentaire. C'est pas très difficile à comprendre. On a la moitié de notre alimentation aujourd'hui qui vient de l'extérieur, en tout cas qui dépend d'intérêts extérieurs. J'ai parlé tout à l'heure des engrais qui sont essentiellement liés au gaz fossile. Les semences aussi, c'est tout un marché mondialisé. Et puis après, on importe énormément de nourriture directement produite à l'extérieur. On a aussi des surfaces à l'extérieur de notre pays qui permettent la production de fourrage ou de maïs ou de soja, par exemple, qui permettent de la production de viande en Suisse. Donc, tout ce qu'on mange en Suisse aujourd'hui n'est pas produit en Suisse, donc on dépend à 50% de l'étranger. Donc, juste ce point-là fait que il y a un risque, étant donné que si on a des changements climatiques, ça va aussi toucher d'autres pays qui vont se retrouver avec des productions qui vont varier, avec des chocs qu'on peut avoir sur les marchés, sur tout ce marché globalisé et fortement dépendant les uns des autres. Donc on a aujourd'hui une forte dépendance à nos voisins. Donc c'est un risque pour nous d'avoir un certain nombre de pénuries sur certaines denrées, sur certains flux physiques qui sont ou financiers qui sont très importants pour assurer notre autonomie. Donc vraiment, nous on invite finalement les autorités, les institutions à prendre acte de cette situation-là. Je pense que ce rapport SDSN dont j'ai parlé le fait très bien. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Oui, avec plaisir. Donc ils ont fait aussi tout un plan en 4 ou 5 phases qui permet finalement de très clairement prendre les mesures qui s'imposent pour transformer le système alimentaire. C'est vraiment le sujet qu'elle a derrière. Et donc là, les jardins-forêts sont une des réponses à ce plan, puisqu'en fait, ça permet en fait aux gens de plus seulement être consommateurs de nourriture, mais vraiment d'être producteurs. Aujourd'hui, ça représente que 3% de la population, les agriculteurs. Donc nous, on aimerait vraiment revenir à quelque chose où les gens ont un lien beaucoup plus fort à la production de nourriture pour répondre à ce besoin de devenir autonome en termes de production alimentaire. Donc une fois on déroule ce plan de transformation, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de filières qui doivent se développer. Donc ça veut dire des emplois, ça veut aussi dire un certain nombre d'investissements qui sont importants de la part de l'État, des cantons, de toutes les collectivités pour soutenir ce plan-là. Et ensuite, c'est quand même, je pense aussi un espoir et un message vraiment positif qu'on va amener de dire ces techniques, elles sont à disposition, il faut qu'on s'en saisisse maintenant. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un enjeu vraiment important pour assurer cette cohésion sociale, puisque tous ces risques qui sont là autrement peuvent faire voler en éclats notre société qui est aujourd'hui quand même bien fragile. On voit les différentes tensions qu'il peut y avoir. Totalement d'accord. Donc voilà le modèle. Enfin oui, merci en tout cas d'appeler tout un chacun à jouer son rôle pour que la société, la vie s'améliore. Du coup, j'avais une autre question. C'était, vous avez mentionné au début
qu'il y avait une différence entre la Suisse romande et les cantons suisses allemands? Peut-être? Ou j'ai mal compris? Non, ce Est-ce que je qu'ils voulais dire, sont... c'est vraiment que je pense que pour moi, le besoin, il est vraiment au niveau national. Je pense qu'il est même au niveau européen. On n'a pas, je dirais, de grandes différences par rapport à nos voisins européens de façon générale, mais en tout cas, ce qui est important, c'est, je pense que toutes les couches de la population fassent cette introspection finalement et que déroule finalement ce plan qui a été proposé, y compris évidemment les secteurs agricoles qui sont en pleine mutation aujourd'hui. On parle d'agroécologie, c'est une palette assez large finalement de techniques qui sont plus en faveur de l'environnement. On parle aussi beaucoup d'agroforesterie qui sont finalement les mêmes principes que ceux qu'on propose avec les jardins forêts, avec peut-être une approche plus rationnelle en termes de de design, avec des associations de culture, grandes cultures et plantes ligneuses. Puis après, on a toutes ces techniques d'agroforesterie, agriculture de régénération pour vraiment aussi carboner les sols, faire retourner toute cette matière organique dans les sols pour que les sols deviennent des puits de carbone et pas des sources de carbone. Mais ça, non, il n'y a pas de différence entre nos amis suisses allemands ou voisins français, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit être coordonné, je pense, au niveau de chaque territoire, avec le soutien évidemment des États, de l'Europe en général. Ok, tant mieux alors, hein. On est tous logés à la même enseigne. Du coup, bah, on arrive gentiment sur la fin de cet entretien. Euh, Qu'est-ce que vous aimez manger? Voilà, on a parlé de beaucoup de choses très délicieuses. Quels sont voilà, vos ingrédients ou vos plats préférés? C'est vrai que le sujet de l'alimentation, c'est tellement culturel, c'est tellement lié à des souvenirs, à des familles, à des histoires régionales. J'ai envie de dire aujourd'hui, moi j'ai pas un régime spécial, je prône pas spécialement le véganisme ou tous ces régimes particuliers. Je pense que très clairement on a une alimentation qui est beaucoup trop carnée. Donc moi j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. Euh, je dirais que je consomme encore pas mal de produits laitiers par exemple, qui sont aussi d'origine animale et on peut dire aussi que voilà c'est des secteurs où il faudrait un petit peu réduire sa consommation pour revenir à une alimentation beaucoup plus végétale, pas de produits transformés. Ça, c'est, je pense, aussi un des grands sujets pour notre santé directement. Hein. Tous ces alimentations transformées causent d'énormes problèmes de santé aujourd'hui. Et puis, ben voilà, revenir à des sources de glucides beaucoup plus basées sur des noix. Moi, j'aime beaucoup manger les amandes, les noix de pécan. J'en ai parlé. C'est quelque chose qui est aujourd'hui quasiment essentiellement, exclusivement importé d'Amérique du Nord, mais c'est des plantes, donc les pacaniers, qui sont tout à fait adaptés à nos climats froids, qui tiennent tout à fait -20, -25. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait développer ici en Europe. Je sais qu'il y a des filières qui se développent par exemple en Espagne, en France aussi. Donc là aussi il y a des opportunités de marché, même si j'aime pas utiliser ce terme-là parce que c'est quand même voilà, ce qu'on essaie un petit peu contre ce contre quoi on essaie de lutter, mais on n'a pas le choix. On doit aussi développer des nouvelles filières pour que ces produits-là correspondent à un besoin des consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il y aurait tout à fait intérêt en Suisse. Moi, j'aime beaucoup manger des fruits, simplement des pommes, etc. Mais maintenant, j'ai aussi découvert des nouveaux fruits intéressants. Il y a des fruits, il y a de la passion qui sont tout à fait rustiques chez nous, qui passent les hivers sans problème, qui sont en train d'être développés. Voilà, il y a une pépinière, par exemple, Lubera du côté de la Suisse allemande qui travaille là-dessus. Donc je pense que c'est aussi des filières qu'on doit commencer à développer et ces produits finalement qu'on importe aujourd'hui, typiquement du Vietnam pour les fruits de la passion par exemple, ça n'a pas de sens alors qu'on pourrait très bien les produire chez nous. Il y a les figues, il y a les goyaviers du Brésil qui sont aussi très rustiques, autour de -15, qui sont quelque chose des fruits qui poussent chez nous, qui sont vraiment intéressants, très parfumés. Euh, voilà, donc j'ai envie de dire, c'est assez infini comme monde. C'est sûr, c'est le mot infini. Euh, Ça donne envie, en tout cas, ouais, des noix de pécan, fruits de la passion suisse. Voilà, moi, je demande que ça, hein. Euh, Là-dessus aussi, on est totalement d'accord. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et voilà.
Ok, dernière question. Un conseil à donner à nos auditeurs du haut de votre expérience avec Jardin Forêt Suisse? Oui, moi je pense que c'est vraiment important de passer à l'action sans trop se poser de questions ou de se dire ça y est je vais faire faux. Je pense qu'on apprend énormément en faisant. Moi j'ai eu beaucoup de petits succès, des petites erreurs, on apprend. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi. Aujourd'hui on a un petit peu une tendance à se faire prendre par le temps et surtout beaucoup je dirais de choses un peu parasites dans nos journées, des emails, des messages, des réseaux sociaux où on passe finalement beaucoup d'heures là-dessus. Je pense que si on revient voilà, à la lecture, à choisir des bons podcasts comme le vôtre ou voilà, des Merci. façons de se former en ligne, des, voilà, des reportages qui sont inspirants, vraiment d'avoir du temps de qualité, des choses qui nous apportent des informations qui nous font progresser. Pour moi, ça, c'est important. Mais vraiment de passer à l'action et d'expérimenter sur le terrain, je trouve que c'est essentiel. Se constituer en collectif aussi, de pas être tout seul dans son coin. Pas forcément il y a pas besoin de faire forcément des collectifs immenses, hein. Ça peut être deux, trois personnes sur des petites surfaces qui démarrent des plantations. Euh, et puis, de laisser faire, de pas trop vouloir contrôler la nature, aussi de laisser une place au sauvage, des fois, de juste observer, de voir les plantes, elles ont cette capacité de se gérer tout seul, de se ressemer, d'être spontané. Donc aussi de laisser une place au sauvage dans tout ça et pas toujours vouloir contrôler. Très bien. Euh, c'est, oui, j'ai rien à ajouter, hein. Merci. On est totalement encore alignés là-dessus. Excellent. Moi, je me réjouis d'avoir les retours des auditeurs qui, s'ils ont des questions, des remarques, des projets, besoin de soutien, on est là. On a une jeune association avec, voilà, on fait essentiellement des visites de terrain chez des gens qui ont des projets en tête. Ça peut être à divers stades du projet, ça peut être aussi des projets en cours pour donner un petit peu nos conseils. Ça peut être voilà des projets concrets de design aussi. On a des formations, on a diverses activités aussi avec des conférences sur des sujets directement, soit sur le sujet des jardins forêts ou des intervenants extérieurs qui nous parlent de sujets qui peuvent être liés. Donc restez à l'écoute et suivez-nous. Il va y avoir des nouveautés cette année. On a toute une palette de formations qui s'est étoffée cette année. On fait de la vannerie, on travaille sur les sujets du sol, la greffe. On va aussi avoir probablement des fresques, fresques de la biodiversité, fresques de l'alimentation, qui sont des sujets vraiment importants liés au jardin forêt. Et contactez-nous aussi si vous voulez découvrir le jardin forêt d'Eos qui se trouve au domaine de Soucor, qui est à côté d'Aisin, à Aisin, à côté de Nyon. On fait volontiers le tour de ce jeune jardin forêt. Ça marche. Le rendez-vous et les adresses sont prises. Tout sera dans les notes de l'épisode. Je vous remercie infiniment, Samuel Desprats, pour votre temps aujourd'hui. C'est une super conversation et je pense qu'on sera amené à se recroiser. Avec plaisir, merci et bonne plantation. Merci. Au revoir. Merci. Et c'est la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui de Sharing is Caring. Nous espérons que vous avez trouvé notre conversation avec Samuel aussi éclairante et engageante que nous. Depuis Copette près de Genève, Samuel nous a donné des informations précieuses sur les jardins forêts. J'espère que vos auditeurs avaient été inspirés à agir de votre côté pour créer un monde meilleur et plus durable. Rendez-vous au prochain épisode du podcast Sharing is Caring. Gardez un œil sur notre prochain épisode. Nous continuerons à partager des histoires, connaissances et les connexions qui comptent pour vous. Jusque-là, prenez soin de vous et continuez à partager les bonnes ondes. Ah!